Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir qui aura comme invité Monsieur Lumande Christian. Il est expert en partenariat. Avec lui, nous allons devoir parler d'une grande opération qui va se dérouler incessamment au mois d'octobre en ce qui concerne les opérations de la cataracte. Monsieur Lumande Christian, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Je reviens à vous dans quelques instants. Merci. Dans son discours lors du sommet Africa Financial Times à Londres, Félix Tshisekedi a rassuré les investisseurs et n'a pas mâché les mots en soulignant que la population congolaise a droit de bénéficier des ressources naturelles. Reportage de nos amis de la presse présidentielle. Suivez. À Londres, comme à New York il y a un mois, Félix-Antoine Tshisekedi est resté constant dans sa démarche d'un Congo qui ne cache surtout pas ses intentions de prospérer sans pour autant sacrifier sa souveraineté. L'invitation du Financial Times a offert une tribune de plus au président Tshisekedi pour ouvrir davantage les portes de son pays au monde des affaires britanniques représenté à ce sommet Afrique. Exhortant ce potentiels investisseurs à ne pas considérer les faiblesses de son pays mais plutôt sa volonté de changer, le président de la République a rappelé que la considération de pays solution au changement climatique reconnu à son pays ne lui donne pas le droit de sacrifier sa population dans la pauvreté, d'où l'assurance d'une utilisation rationnelle de sa biodiversité et de ses ressources naturelles, au travers notamment l'exploitation de ce bloc pétrolier et gazier. Dans l'interaction qui a suivi son allocution, le chef de l'État congolais a encore une fois dénoncé le silence flagrant de la communauté internationale face à l'attitude du Rwanda, déguisé en M23 et qui mène sereinement son agression sur la RDC. Je saisis donc l'opportunité qui m'est offerte ici par cet événement pour dénoncer cette passivité et parfois complicité dans le traitement et la considération donnée à la couverture médiatique et politique des événements ayant cours en Afrique et en appelle à davantage de responsabilité et d'enthousiasme quant à la capacité de cette Afrique à garantir la sécurité de ses populations, mais également des investissements qui y sont développés. Sur base d'une bonne gouvernance, Félix-Antoine Tshisekedi a rassuré le monde des affaires britanniques de l'assainissement progressif de l'environnement des affaires dans son pays. Les premiers arrivés seront les premiers servis, a-t-il lâché d'un air amusant. La question de la préservation de l'environnement, les possibilités d'investissement, les opportunités offertes dans l'économie verte, l'hôte du Financial Times 2022 a donné des réponses appropriées à la thématique retenue à ce sommet avant de quitter la tribune. Je l'ai annoncé au tout début de ce journal, là, M. Lumande Christian, il est expert en partenariat au ministère de la Santé. Il y a un grand événement qui se prépare, je crois qu'aux environs vers le 22-23. Qu'en était exactement de cette opération en ce qui concerne la cataracte? Pourquoi l'emmener dans le processus, que ce soit une gratuité au fait? Merci d'abord de l'invitation. En fait, ce n'est pas la première campagne que le ministère de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention fait dans le secteur oculaire. Et nous avons déjà fait une première campagne gratuite d'opération de la cataracte qui s'est déroulée au cours du mois d'août, du 22 au 28 août, avec deux ONG, une ONG espagnole et une ONG locale, qui ont ramené des chirurgiens ophtalmologues, des spécialistes afin qu'ils puissent intervenir gratuitement auprès des personnes souffrant des problèmes de cataracte. Voilà, donc nous avons fait une première expérience. Nous avons opéré plus de 300 personnes. 300 personnes. En une semaine. Quel type de catégorie à peu près? Voilà. Non, pas du tout, parce que nous avons fait une présélection au préalable. Ah, une présélection. Il y a une présélection, c'est-à-dire ce genre de projet, d'opération se fait en deux phases. Nous avons une première phase qui est une phase de sensibilisation et puis de recrutement des malades auprès des institutions hospitalières que nous choisissons. Là, pour la première fois, nous avons fait à Montcollet, mais pour cette fois-ci, nous allons travailler avec l'hôpital général de référence, Aix-Mamaïne. Donc, c'est là-bas que tout va se dérouler à partir du 24 octobre jusqu'au 31 octobre. Du 4 octobre au 31 octobre. À Mamaïmo, pavillon 26. Donc, en ce moment, il y a une phase de présélection, c'est-à-dire
il y a plusieurs sites où les gens peuvent aller se faire enregistrer, mais principalement, ils peuvent aller à l'hôpital Mamaïm en ce moment. Ils pourront se faire enregistrer. Donc n'importe qui a... Toute personne qui a des problèmes de vue préalable. Consultation, c'est à ce moment-là que les médecins pourront définir quelles sont les personnes qui sont éligibles pour pouvoir se faire opérer. Ah, ça, c'est une précision. Voilà. Et la moyenne d'âge, généralement, c'est les personnes de 3e âge. Principalement, c'est c'est les personnes du 3e âge. Non, pour la plupart, la plupart du temps. Mais il y a des jeunes, il y a, par exemple, sur la première édition, nous avons eu des adolescents qui avaient des problèmes de cataracte. Nous avons eu des cas de nouveau-nés, des bébés qui naissent avec la cataracte. Donc c'est une particularité. C'est une particularité. Mais il faut qu'on sache que dans notre pays, d'après les chiffres de l'OMS, il y a quand même 1 200 000 de Congolais. 1 200 000. Qui sont impactés par ce problème de cataracte. Parce que la cataracte, si ce n'est pas soigné, peut occasionner la cécité. Donc à vie, au fait. Voilà. Et nous avons aussi, selon les statistiques, au moins 300 000 nouveaux cas annuellement. 300 000 nouveaux cas annuellement. Annuellement. Des gens qui ont des problèmes de cécité. Des problèmes de cécité dus à la cataracte. Nous allons revenir tantôt. Le tout nouveau représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Abdou Abari, a évoqué avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde les questions sécuritaires de la sous-région, notamment celles prioritaires de la partie Est en mission d'information. Abdou Abari estime qu'il est plus temps que la position de la République démocratique du Congo quant à toutes ces questions soit prise en compte différemment des années antérieures. Commentaire de Jean-Pierre Jodi Suvé. Kinshasa serait la dernière étape d'Abdou Abari, émissaire d'Antonio Guterres en Afrique centrale. Mission essentielle est recueillir le maximum d'informations auprès des chefs des gouvernements respectifs et tenter une autre thérapie de choc face à l'instabilité qui ronge la région Afrique centrale et principalement les régions de l'Est de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre m'a fait l'honneur de me recevoir cet après-midi, comme vous le dites. J'ai tenu à venir ici en République démocratique du Congo dans mes nouvelles fonctions de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, chef du bureau UNOCA. Donc il était de mon devoir, comme je l'ai fait au niveau d'autres pays, membres de l'Afrique, pays membres de l'Afrique centrale, de venir ici en République démocratique du Congo. Donc je suis là en mission pratiquement d'introduction et d'information. Donc on a passé en revue avec Monsieur le Premier ministre les questions d'intérêt pour la région. Comme vous le savez, le bureau régional que je dirige est aligné sur la CEAC. CEAC dont la présidence en exercice est assurée par la République démocratique du Congo, mais CEAC qui a également choisi sa capitale pour l'année 2022, Kinshasa, pour commémorer ce matin le 39e anniversaire de son existence. Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre, a eu des mots justes pour désapprouver les velléités de Kigali contre le territoire congolais. Et pour cette question, des solutions diligentes et urgentes s'imposent. Oui, je reviens à vous, Monsieur Lumande Christian. Je rappelle que vous êtes expert en partenariat au sein du ministère de la Santé. Nous sommes en train de parler des opérations de la cataracte qui vont intervenir bientôt en ce mois d'octobre. Vous avez évoqué l'hôpital de Montpellier, où il y a eu la première, enfin pas la première édition, mais la première partie. Comment ça s'est passé sur le plan de rendement? Est-ce que vous êtes satisfait de... Oui, évidemment que nous sommes satisfaits. Nous avions sélectionné environ un peu plus de 1000 personnes. 1000 personnes qui ont été sélectionnées. Qui ont été sélectionnées. Et avec le laps de temps que nous avions, c'est-à-dire l'équipe de médecins a travaillé en une semaine maximum.
et ils opéraient environ 40 à 50 personnes par jour. 40 à 50 personnes. C'est-à-dire qu'il y avait, si je me souviens bien, 3 chirurgiens. Donc, par chirurgien, ils en prenaient une vingtaine, une trentaine. Avec le matériel approprié. Avec le matériel qu'ils ont ramené, et c'est des opérations qui leur prenaient, quand c'était vraiment des cas simples, 3, 4, 5 minutes maximum. Quand c'était des cas compliqués, ça allait un peu plus. C'est pour ça que ça leur donnait la facilité de pouvoir opérer beaucoup de gens, donc massivement, dans un laps de temps assez court. Pourquoi cette gratuité, au fait, je voulais savoir, c'est comment vous avez procédé pour que ça soit gratuit, au fait? Écoutez, dans le chef du gouvernement, à travers son ministère de la Santé, a jugé opportun de prendre cela à la charge du gouvernement pour pouvoir permettre aux personnes démunies qui n'ont pas de ressources. C'est le gouvernement qui supporte, en fait. C'est le gouvernement qui prend tout avec l'expertise des médecins. Avec l'expertise des médecins étrangers, mais la prise en charge logistiquement, comme on pourrait le dire, est totalement prise en charge par le gouvernement, ce qui fait que les personnes qui vont être sélectionnées pour subir cette intervention ne débourseront pas un seul franc congolais. Et il faut se rendre, vous avez parlé de Mamaemo, les sites c'est où Mamaemo Non, c'est à Mamaemo, tout se passera à Mamaemo pour cette fois-ci. Donc, au service d'ophtalmologie. Au service d'ophtalmologie de Mamaemo, tout va se passer là-bas à partir de lundi prochain. Donc nous pourrons déjà avoir les premières interventions chirurgicales. Après, évidemment, sélection des patients. Donc vraiment, j'insiste et j'appelle les gens massivement, les personnes souffrant de problèmes de cataracte, des problèmes de vue, de se présenter à Mamaemo afin qu'ils soient pris en charge. Et je le répète, il n'y aura aucun frais à payer. Tout est pris en charge par le gouvernement. Mais il faut arriver un peu plus tôt pour se faire enregistrer. C'est-à-dire que les médecins vont démarrer à partir du premier patient jusqu'au dernier patient qui sera là ce jour-là. Il y aura aussi quelques médecins congolais ou c'est des médecins? Il y aura une association évidemment avec des médecins congolais. Nous avons des médecins du service ophtalmologique de Mamaemo qui vont accompagner. Et on va aussi faire un transfert de compétences, c'est-à-dire ils vont voir comment les choses se font. Évoluer parce que la médecine évolue. Voilà, et ça va leur permettre aussi de pouvoir plus tard eux-mêmes travailler et opérer sans qu'on ait à faire venir des médecins étrangers. Du 10 au 16 octobre 2022, Nicolas Kazadi a pris part aux discussions des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Nous sommes à Washington, aux États-Unis. Ces assises avaient pour but de répondre aux nouvelles menaces auxquelles les pays en développement font face. Suivez ces images de nos confrères de la presse présidentielle. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a pris part du 10 au 16 octobre 2022 aux discussions des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale dans la ville de Washington, aux États-Unis d'Amérique. Ces assises avaient pour but de répondre aux nouvelles menaces auxquelles les pays en développement sont confrontés. Le 10 octobre 2022, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, se sont entretenus avec la vice-présidente d'Afrique de l'Est et Afrique australe de la Banque mondiale, Victoria Kwakwa, sur la digitalisation, la diversification de l'économie, la gouvernance des finances publiques, l'énergie, les secteurs de télécommunications et la décentralisation. À cette occasion, la vice-présidente de la Banque mondiale a salué les progrès réalisés par le gouvernement congolais et a promis de renforcer les partenariats entre les deux parties dont le portefeuille se lève aujourd'hui à plus de 7,2 milliards de dollars. Aussi a-t-elle promis l'accompagnement de son institution financière à mettre fin à la fragilité causée par la guerre dans l'est du pays. Bonne nouvelle pour la RDC, car le même jour, le ministre des Finances et Albert Zoufak, directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC, au Burundi, Angola et les Sao Tomé et Principe, ont signé un projet d'accord d'urgence au profit de la ville de Kananga pour lutter efficacement
contre les érosions. Comme on peut bien le deviner, les discussions se sont poursuivies le deuxième jour au siège du Fonds monétaire international. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi et le ministre d'État du Plan Christian Mondo Simba ont participé à une réunion de haut niveau sur l'architecture financière internationale organisée par le FMI et l'UNECA. Au cours de cette réunion, Nicolas Kazadi a fustigé les injustices qu'a subi l'Afrique pour l'accès au marché et au financement vert et en même temps exigé des réformes approfondies en vue d'améliorer le système. Quelques minutes après, la délégation congolaise a profité de cette opportunité pour échanger d'abord avec le directeur général adjoint du FMI, M. Kenny Okamura, sur les performances économiques, les perspectives pour 2023. Et ensuite, avec la chef de mission du FMI pour la RDC, Madame Mercedes Vera Martin, toujours à Washington, sur la réforme de fonction publique et les fonds de résilience. Je reviens à vous, Monsieur Lumande Christian. Je rappelle que vous êtes expert en partenariat au ministère de la Santé. Nous sommes en train d'évoquer le problème d'opération de la cataracte, l'opération qui va se faire de manière vraiment gratuite. Il y a eu 2 opérations. Vous avez évoqué Mokole et puis bientôt l'hôpital de référence Mamaemo. Mais dans le Congo profond, il y a aussi des besoins énormes et surtout que c'est gratuit. Est-ce que le gouvernement n'a pas pensé aussi aux Congolais qui sont dans les provinces de la République démocratique du Congo? Oui, bien sûr. Ils ne sont pas laissés pour compte. Et d'ailleurs, au courant de la première campagne que nous avons faite au mois d'août, il y a eu des compatriotes de l'intérieur du pays, du Congo central, de la province du Bandundu, de l'Équateur, qui se sont présentés afin qu'ils puissent être sélectionnés pour pouvoir être opérés. Donc normalement, nous avons, avec nos multiples ONG avec lesquels nous travaillons, prévu de préparer des campagnes pour début de l'année prochaine. Début de l'année prochaine, ouais, 2023. En 2023, au courant du mois de février normalement. Il ne nous restera plus qu'à définir dans quelle province nous allons pouvoir aller opérer. Vous avez dit quelque chose de très, qui m'a quand même tiqué, c'est le fait que lors de l'opération de Mokole, il y a eu quand même des jeunes. Vous avez évoqué l'aspect d'un bébé, oui. Vous avez évoqué des jeunes de 10 ans. Ça veut dire que la maladie, quelque part, est en train de s'étendre au niveau des jeunes aussi. Ouais, c'est vrai que vous n'êtes pas médecin. Je ne suis pas médecin, justement. Ça, il faut que je le rappelle aux téléspectateurs. Voilà, donc moi je parle par rapport à l'expérience que j'ai vécue avec la première campagne. Nous avons, en tout cas nous et l'équipe médicale, été surpris de constater qu'il y avait une frange quand même. Une frange de la population quinoise, que je peux dire, qui souffrait, et des jeunes. Et il y avait même un cas, comme je vous ai dit, d'un nouveau-né. Apparemment qui était né avec des problèmes de cataracte. Donc il a fallu faire des interventions, mais malheureusement pour cet enfant, il s'agissait de faire par anesthésie générale. Alors l'équipe qui était arrivée, c'est plus délicat. On joue à l'équilibre, hein. C'est plus très délicat. Donc nous avons pris d'autres dispositions à propos de ça. Mais sinon, nous avons effectivement eu des cas de jeunes enfants de 13, 14, 15 ans qui avaient des problèmes de cataracte. Et généralement, quand on opère, c'est fini, ça se fait une fois. Et puis, non, d'après ce que j'ai vu, bon, je ne suis pas médecin, je parle vraiment sur réserve, ça se fait en 2 fois. On opère d'abord, si c'est les 2 yeux, voilà, qui sont affectés, donc on commence par un œil, on traite ce premier œil, ensuite on fait un deuxième œil. Généralement, je pense que ça fait... je pense qu'il se passe une semaine entre les 2 interventions. Et malheureusement, comme l'équipe qui était venue juste pour une semaine, le temps était très court. Le temps était très court, donc ils ont pu intervenir sur 300 cas, comme un peu plus de 300 personnes. Ils ont touché un œil, mais normalement, il est prévu qu'ils reviennent pour terminer dans un délai assez bref pour qu'ils puissent terminer et même prendre les autres qui ont été sélectionnés mais qui n'ont pas pu se faire opérer. La formation relative à la collecte des données organisée par le secrétariat technique de l'ITIE, République démocratique du Congo, à l'intention des points focaux des régies financières et des entreprises extractives, s'est clôturée avec des bonnes notes, notamment l'assimilation des matières sur la digitalisation de collecte des données. De ce point de vue, l'échéance du 31 décembre 2022. Suivez cet élément.
Les possibilités de rendre optimales les déclarations ont été toutes explorées et mises à disposition des points focaux par le secrétariat technique de l'ITIE RDC. Rendre le cadrage plus fiable et très sûr par la digitalisation des données a été un des points d'ordre de cette séance de 48 heures à l'issue desquelles les capacités ont été réellement renforcées. Chaque année, en temps normal, nous avions toujours fait cet exercice pour que les parties déclarantes puissent maîtriser le processus de déclaration dans le logiciel de l'ITIE. On a fait un bond vers la télédéclaration. On a numérisé des choses pour alléger le processus de télédéclaration. C'est comme ça que nous devons, à chaque renouvellement du processus, nous rassurer que toutes les parties déclarantes sont au courant. Vous savez qu'il y a toujours eu des mouvements du personnel, que ce soit dans les régies financières, dans toutes les administrations, même dans les entreprises. C'est pour ça que nous sommes obligés de nous rassurer que nous avons la même compréhension du processus de télédéclaration et la même compréhension du cadrage même. Le cadrage nous fixe qui sont les acteurs étatiques et privés qui vont effectuer les déclarations et quel flux doit être déclaré dans le cadre du rapport ITIE. Rallier la théorie à la pratique a été effectif et les points focaux ont séance tenante expérimenté la télédéclaration par les pro-logiciels TSL. Hier et aujourd'hui, nous avons insisté pour que nous puissions prendre des choses au sérieux, qu'il n'y ait pas même ces petites négligences, afin d'éviter les problèmes des va-et-vient entre entreprises et parties et l'administrateur indépendant pour régler les écarts. Nous espérons que cette fois-ci, comme les gens ont assimilé le processus, qu'il y aura moins d'écart et le processus sera moins fastidieux. Nous allons revenir tantôt avec quelques réactions au niveau de l'ITIE. Monsieur Christian, comment va se passer alors l'opération au niveau de l'hôpital de référence Mamaïmo? Bon voilà, donc ça va se faire en deux phases. Dans la phase 1 et la phase de sensibilisation et de recrutement des malades, comme je vous ai dit, à Mamaïmo principalement, et il y a deux ONG avec lesquelles nous travaillons, dont Munazamat. Leur siège se trouve vers Beauvant. Là-bas aussi, ils sont en train de recruter les patients. Voilà. Ensuite, la deuxième phase, ça va être vraiment la phase d'intervention chirurgicale, mais évidemment, il y a l'équipe de médecins étrangers. C'est des Soudanais. Ah, c'est des Soudanais. C'est des Soudanais. Donc, l'équipe de médecins soudanaises va faire les examens. En amont. Oui, évidemment, avec notre équipe médicale de Mamaïmo, ils vont sélectionner les malades et à partir de là, ils vont dégager ceux qui seront subir des opérations, voilà, ceux qui sont éligibles pour les interventions chirurgicales et ils vont les pratiquer directement. Donc déjà le 23, mettons à très tôt le matin. Non, ça dit le 24. Le 24. Parce qu'il devait normalement arriver le 22. Mais de ce mois d'octobre. Oui, il devait arriver le 22 octobre, on devait démarrer le 23. Mais il y a eu un petit souci d'avion, indépendamment de notre volonté. Donc ils arrivent le 23 et on démarre le 24, mais on va jusqu'au 31. Donc du 24 jusqu'au 30, plus d'une semaine pratiquement. Voilà, environ 8 jours. 8 jours. Le représentant des participants dans la faction entreprise et établissement public s'est félicité de ces séances au renforcement des capacités organisées par le secrétariat technique de l'ITIE, République démocratique du Congo. Il est convaincu de la mise en pratique rapide des matières enseignées et ils seront en phase de l'échéance avec les prescrits du comité de l'ITIE international. Propos recueillis par Jean-Pierre Jodi sur les images de Pichou Kizaza. Et nous avons été outillés vraiment par les coordonnateurs de l'ITIE. Et nous espérons qu'à la sortie de cet atelier, comme nous venons de sortir, nous sommes des outputs déjà de cet atelier et nous reconnaissons et nous savons que nous allons bien faire le travail. Nous serons en train de faire cette déclaration et toute chose va se passer très très bien. Nous sommes des techniciens, nous savons manipuler l'outil informatique. Nous savons qu'avec ce qui a été d'ailleurs, c'est plus simple parce que le moment qu'ils nous ont appris la technique de digitaliser les données, cela va beaucoup nous permettre de fournir nos rapports dans l'état record. Bien que nous avons un grand travail à battre parce que nous avons des arriérés d'années que nous devons encore faire. Il y a eu des années dans lesquelles nous n'avons pas fourni des rapports, mais nous avons une équipe un peu dynamique qui va se mettre au travail
Et nous espérons que dans l'état record, on va fournir les rapports de l'ITIE. Voilà, nous tendons pratiquement petit à petit vers la fin de ce grand journal. Monsieur Christian Lumande, vous avez évoqué l'aspect, comment je dis, le gouvernement qui récupère tout, qui prend en charge ces opérations. Voilà pourquoi c'est gratuit. Est-ce que c'est une première, ils vont continuer? C'est une nouvelle politique du gouvernement? Comment ça se passe? En tout cas, je voudrais d'abord lancer les remerciements au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, de sa réactivité face à ce projet. Le ministre Jean-Jacques Mbungani, qui a réagi positivement et qui n'a ménagé aucun effort afin que cela puisse se concrétiser et permettre à nos compatriotes souffrant de ce problème de cataracte qu'ils puissent bénéficier des meilleurs soins tout en ne déboursant pas un franc congolais. En tout cas, je le remercie et je remercie le gouvernement pour leur diligence et leur sollicitude par rapport à nos compatriotes. Voilà, donc parce que j'aimerais quand même faire remarquer qu'aujourd'hui, pour pouvoir bénéficier d'une intervention chirurgicale, le prix minimum pratiqué est entre 300 et 350 dollars. 350, et ça peut aller jusqu'à... Mais pas moins de 100 dollars. C'est impossible que ce soit... Jusqu'à 1000 dollars. Ça peut arriver à les 1000 dollars. Alors vous pouvez imaginer nos compatriotes qui sont dans des difficultés, qui n'ont pas les moyens de pouvoir sortir cet argent. Mais qui ont eu cette brèche en fait. Voilà, qui viennent d'avoir cette aubaine, je pourrais dire, ou bien cette facilité faite par le gouvernement est une chose à applaudir et à encourager. Et je pense que le gouvernement ne va pas s'arrêter là, ils vont aller encore un peu plus loin et permettre... Surtout que vous avez évoqué l'aspect de l'intérieur de la République aussi. Tout à fait, tout à fait. Parce que nous sommes un peu partis à travers le monde. Voilà, donc c'est quelque chose que le gouvernement va implémenter et faire en sorte que ça se reproduise et que ça soit fait dans les meilleures conditions. Et à la limite, même ce que nous aimerions bien, ce serait que nos propres médecins, les médecins congolais, voilà, puissent avoir les capacités de pouvoir faire ce genre d'intervention sans pour autant que ce soit des médecins extérieurs qui viennent. On peut même lancer un message à nos compatriotes de la diaspora qui sont médecins, qui peuvent venir suppléer, apporter leur expérience et leur expertise, afin que nous puissions pouvoir réaliser ce genre d'opération, pas nécessairement que dans le secteur de la vision, mais dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé. Voilà. J'imagine qu'il y a quelques patients qui vous regardent en peu de mots. Vous avez rappelé les dates, au fait? Oui, voilà. Est-ce que vous permettez que je puisse parler en lingala de manière... Oui, si. Voilà. Donc, Bandeko Baninga, Tozo Zelabino, à partir il y a le 24 octobre, na hôpital de référence, Mamayemo, Boya, Pobokukako, subir intervention chirurgicale dans bateau, il y a un problème, il y a cataracte. Donc, Miss Suzanne Amouam, Pokoso, donc Boya, ministère Nabino et la santé, et puis si opportunité, Boya, beaucoup à subir intervention, il y a Ofele, Borofuta, et Lokomorote, mis à part transport Nayo et Rolonwa. Et si comme ça, on va là, Boya Tima Mayem. En tout cas, Boya massivement. Merci. Merci beaucoup, monsieur Lumande Christian. Je rappelle que vous êtes expert en partenariat au niveau du ministère de la Santé. Nous avons évoqué ce problème de l'opération de la cataracte. La particularité, c'est que, comme vous avez dit, c'est vraiment gratuit, donc gratos. Venez, c'est pris en charge par le gouvernement de la République. Encore une fois, merci d'être venu. Merci de m'avoir vu. Nous allons essayer de vous suivre pour voir comment les choses vont se dérouler. Merci. Merci à Laetitia Louvezo qui a assumé l'édition, Koupar Bola, Freddy Takid était à la caméra, Serge Makosso à la réalisation. Je vous dis merci. L'information continue sur la chaîne YouTube, YouTube de Karaïkin Télévision. La rediffusion c'est à minuit et puis demain à 7h, toujours sur la même chaîne, Karaïkin Télévision, la télé vérité. Allez, moi je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous.